L'intérêt de se constituer un kit serre et de s'en équiper permet de pouvoir avoir accès à un panel d'outils qui vous faciliteront la libération, la fuite et la survie en cas de captivité. Ce kit, comme beaucoup d'autres choses, est basé sur le principe du mieux vaut le posséder et ne jamais en avoir besoin que de ne pas l'avoir et en avoir un jour besoin, au même titre par exemple qu'un kit de premier secours. La différence entre un kit de survie classique, plus conventionnel, et un kit serre, ça va être la partie évasion et fuite sur laquelle on va se concentrer au cours de cette vidéo. Les scénarios pouvant vous emmener à ce type de situation, donc de devoir s'évader et par la suite fuir, sont nombreux et leur probabilité dépendra de plusieurs paramètres, dont par exemple votre statut social, votre métier, votre orientation politique et le lieu où vous vous trouvez et sa situation géopolitique. À la base, le serre est un entraînement destiné aux militaires qui sont pour le coup peut-être plus confrontés à ce genre de situation, à ce genre de risque. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet que je vous invite à consulter, mais cette vidéo peut s'adresser à tout le monde car même si le militaire va être plus sensible à ce genre de risque, tout le monde peut y être amené, de la personne lambda subissant un homejacking ou un kidnapping. Il est d'ailleurs peut-être intéressant de sensibiliser ses enfants à cela au vu des menaces de certains prédateurs, vous en conviendrez, en passant par les différents reporters ou représentants d'ONG qui vont souvent évoluer dans des milieux à risque et qui vont souvent faire de très bonnes monnaies d'échange et d'être une raison de faire les unes d'actualité. Certaines forces armées privées, parfois appelées mercenaires, pourront faire face à ce genre de situation de survie extrême. C'est pas les exemples qui manquent, ou tout simplement un voyageur qui, comme on dit, va être au mauvais endroit au mauvais moment. Bien entendu, cet équipement nécessite un entraînement préalable, sinon il sera absolument d'aucune utilité. En vérité, une condition physique et mentale sont également importantes. Physique, car il faudra faire preuve de souplesse, d'endurance, et le physique d'une personne très musclée ou trop grosse pour être un obstacle peut-être insurmontable dans certains cas pour se libérer. Également un entraînement mental ou psychologique, car c'est le nerf de votre survie. Il faudra savoir faire face aux échecs, pouvoir faire preuve d'une grande patience et de sang-froid, gérer son stress, son anxiété, car ils seront extrêmes. Bien entendu, tout ça peut être amélioré de par un entraînement, mais si je vous parle de ça, c'est particulièrement pour que vous puissiez prendre conscience que votre kit ne fera pas tout. Vous pourrez avoir les clés de menottes littéralement dans les mains, que vous ne réussiriez même pas à vous en servir à cause de la panique ou de crampes répétitives. Donc ça peut être à cause d'un manque d'entraînement. Même avec un parfait entraînement, en pleine forme, vous pourriez réussir à vous libérer de vos entraves et ne pas pouvoir ouvrir la porte qui vous sépare de l'extérieur. Par exemple, de par une surveillance constante et manque de moyens. En imaginant également que vous réussissiez à franchir cette porte, vous pourriez par la suite très facilement vous faire repérer à un checkpoint ou par une personne que vous pensiez être de confiance. Donc tout ça est à considérer comme votre main au poker. Absolument rien n'est joué. Vous faites avec ce que vous avez en main. Parfois ça passe parce que vous avez ce qu'il faut pour miser. Parfois ça va passer parce que vous avez réussi à bluffer. Et parfois il se pourrait que ce soit l'inverse. Vous avez toutes les cartes en main pour gagner, mais votre adversaire gagnera avec deux simples paires parce qu'il aura réussi à vous mener en bateau. Ça ne veut pas dire que tout est basé sur la chance, mais sur les multitudes de scénarios et de facteurs qui les accompagnent, avec lesquels il faudra traiter. Il se peut que certaines fois aucune solution ne s'offre à vous. Ça c'est déjà vu dans des témoignages, mais il ne faut jamais baisser les bras. Après cette introduction, ma foi, très importante, parce qu'il faut bien comprendre que l'équipement ne fait pas tout et que même avec un très bon entraînement psychologique et physique, il y a une grande part de chance. Pour entrer plus dans le vif du sujet, au niveau du contenant, en vérité, il n'existe pas vraiment. Il ne va pas y avoir de mal à rassembler vos outils dans une poche quand vous décidez de ne pas les inclure à votre décès, à votre équipement, mais l'objectif sera plutôt de les dissimuler sur vous subtilement, tout en pouvant y avoir accès rapidement. Certains ont pensé à des ceintures dans lesquelles on pourra stocker certains éléments, d'autres un scapulaire qui se porte autour du cou pour imaginer le contour d'une casquette. Certains ont inventé des languettes de chaussures à appliquer sur vos souliers. Il y a pas mal d'idées, mais à partir du moment, selon moi, où plusieurs items sont stockés au même endroit et pouvant donc être trouvés en bloc et de se faire retirer en bloc, ça reste encore une fois à mon sens une mauvaise idée, particulièrement lorsqu'on parle d'évasion. Mais encore une fois, ça va dépendre du scénario. Vous pouvez le voir à travers plusieurs témoignages. Certaines victimes ont gardé ce qu'ils avaient sur eux, hormis le téléphone qui est souvent jeté avant tout, pendant plusieurs minutes, voire heures. Cela dit, ces moments restent souvent ceux avec le plus de surveillance. On pourrait imaginer également dissimuler certains items dans des objets du quotidien, un briquet, un feutre, un baume à lèvres, une montre, une paire de lunettes. Ici, l'objectif sera plus de pouvoir par la suite les déplacer sur soi, puisque de toute façon, ces objets vous seront confisqués dans le temps. Donc pourquoi pas retirer par exemple le shim dissimulé sur sa branche de lunettes et le placer sous sa langue, le temps qu'il faut, ou pourquoi pas déplacer la lame céramique qu'on avait sur la montre dans un ourlet. Pendant la guerre froide, des capsules rectangulaires
postales étaient distribuées aux agents de la CIA afin de passer les fouilles approfondies et ainsi avoir de quoi s'évader en cas de capture ou de quoi saboter sans éveiller de soupçons. Sans parler de gros containers forcément, comme vous le voyez en image, et sans non plus mettre tout votre kit dedans, on peut imaginer par exemple le corps d'un feutre avec au moins de quoi crocheter des serrures, notamment de menottes à l'intérieur. Vous insérez au besoin si la situation s'avère critique. Ça peut prêter à sourire, je suis totalement d'accord, mais c'est fonctionnel et beaucoup de services secrets ne prennent pas ce système à la rigolade et je n'aurais aucune honte à recommander ce système à un représentant d'ONG qui irait s'aventurer en zone hostile ou à un agent du gouvernement ayant une mission dans une zone à risque. En dehors de toutes ces choses citées, le plus efficace et sûr serait de dissimuler chaque item sur vous directement, mais on va voir tout ça de toute façon au cours de la vidéo avec différentes astuces qui pourront, je l'espère, vous donner des idées. Donc le premier item dont on va parler pour agrémenter ce kit serre, ça va être donc les clés de menottes. N'hésitez pas à consulter ma vidéo sur les techniques d'évasion de menottes dites classiques. Si vous n'êtes pas initié, je vous conseille fortement de la regarder. Ça va vous permettre de comprendre pas mal de choses. Donc toutes les menottes n'ont pas les mêmes serrures. Certaines en ont même deux différentes. L'objectif sera de se procurer le modèle de clé des menottes couramment utilisées dans le lieu que vous fréquentez ou que vous allez fréquenter. Ici par exemple, on a une clé de menottes Hanwha, principalement utilisée en Asie. Les menottes russes ont également leurs propres clés. Nos menottes françaises également ont leurs propres clés. Pas mal de pays ont leurs propres menottes avec des serrures particulières. Donc le meilleur moyen justement pour se soustraire de ces menottes, c'est de trouver les clés. Vous allez éventuellement pouvoir les trouver sur le net, notamment tout ce qui est passe-partout, qui vont s'adapter au modèle de type Smith & Wesson, si on peut appeler ça comme ça. Un modèle ou un groupe de modèles qui est énormément utilisé à travers le monde, même si le pays concerné a ses propres menottes. Par exemple, en Allemagne, on a la marque Les Rousseau qui tient le marché des menottes, si je peux me permettre, mais on va quand même retrouver des menottes de type Smith & Wesson, par exemple les ASP, etc. Donc c'est des menottes qui sont énormément utilisées à travers le monde et on peut retrouver leur passe-partout facilement sur internet. On va avoir les modèles en plastique qui vont être intéressants car ils vont pas avoir de signature magnétique, donc indétectable aux portiques et aux raquettes de sécurité. L'inconvénient, c'est que ça reste relativement fragile et ça pourra céder facilement, notamment au niveau de la petite dent. Là, vous pouvez voir, j'en ai cassé une après quelques utilisations. Je pense que ça doit être encore plus fragile face à des températures dites extrêmes, donc on pourra quand même en garder une sur soi en permanence, mais je dirais à usage unique. Si je devais vous conseiller un seul modèle, ce serait d'avoir un pass Delta K avec un air clip comme ceci, ce qui va vous permettre de le fixer sur vous quand vous changez de tenue. Rien ne vous empêche d'en avoir plusieurs sur vous, notamment un accessible devant et un derrière, à moins que vous l'ayez clippé par exemple sur votre manche, ce qui va vous permettre de, peu importe comment vous êtes menotté devant ou derrière, de toujours l'avoir à portée de main. Et n'oubliez pas que ces passes ne fonctionnent pas sur tous les modèles. Une alternative quasi gratuite et dispo pour tous, c'est les barrettes de cheveux. On peut simuler une clé ne serait-ce que pour faire sauter le verrouillage. Vous allez avoir cette partie-là que vous allez devoir frotter sur un mur ou je ne sais quoi pour enlever la boule. Ensuite, on peut utiliser l'écart entre le bracelet et la menotte pour venir plier quelques millimètres de la barrette. Donc juste pour vous faire voir que ça fonctionne, ici avec des modèles clés Rousseau, donc on va activer la sécurité et on va essayer de la débloquer avec ça. Donc après, bien sûr, on peut utiliser un shim pour le reste, mais là c'est juste pour vous faire voir que ça peut fonctionner avec une petite barrette dans certains cas. Vous voyez, hop, j'ai déjoué le système de sécurité qui est assez simple sur ces menottes, mais c'est pour vous faire voir que ça peut fonctionner. Deuxième item, on va parler des shims. Donc parfois, il faut savoir que le geôlier négligera la sécurité de vos menottes. Il ne faut pas compter sur cette négligence, mais c'est vraiment courant. Un shim pourra alors être utilisé pour ouvrir le bracelet. Le shim n'est pas à négliger, car même sans parler d'une potentielle négligence, il se peut que vous réussissiez à déjouer le système de sécurité de la menotte. Quoi qu'il arrive, comme je vous l'ai répété, considérez tous ces items comme votre main dans un jeu de cartes. Ne négligez rien, surtout quand ça se dissimule aussi bien. Donc on va trouver pas mal de modèles dans le commerce. Je vous conseille un modèle avec une prise comme ici. Sinon, n'hésitez pas à adjoindre une petite corde. Tout ça dans le but que ça soit bien fixé à vos doigts et évitez que votre outil chute, parce qu'une petite pièce comme ça à retrouver dans la pénombre ou si vous êtes cagoulé, ça va être extrêmement compliqué au tâton. Privilégiez également les modèles les plus solides. Par exemple, ici, on a un modèle en titane et je vous conseille quand même de délaisser les modèles ultra fins car le shim sera beaucoup sollicité et malmené. On va rarement y arriver du premier coup. Donc, il va y avoir une possibilité de casse. Donc, si c'est trop fin, trop fragile, ça va se casser facilement. Les avantages avec les modèles ultra fins comme ça, c'est
c'est que ça a été imaginé pour être calé entre autres sous un pansement et lors de la palpation en fait on va rien sentir. Surtout si vous l'agglomérez un peu à votre peau en le brûlant, ça fait un peu mal mais ça va s'agglomérer à votre peau et sous le pansement en fait on va rien sentir. Donc ça a été imaginé pour ça mais ça se casse vraiment facilement. Une alternative simple aux chimes commercialisées, c'est encore une fois une barrette à cheveux. Vous pouvez soit récupérer cette partie, soit les côtés qui vont être un peu plus longs et plus larges, donc qui vont offrir plus de possibilités. Là vous voyez j'en ai totalement transformé un. Petite astuce, les petites gaines en plastique comme ça là, ça peut être intéressant à mettre en bout de chime pour la manipulation parce que parfois il faut forcer un peu, des fois c'est vraiment désagréable que vous ayez des lacérations à la longue, donc vous pouvez mettre une petite gaine comme ça, ensuite la plier pour une meilleure manipulation. Vous vous êtes aussi peut-être posé la question, il y a certains modèles avec des dents, ils sont normalement plus efficaces car il va y avoir une meilleure friction avec les dents du bracelet, donc c'est censé être plus efficace. Une chose intéressante également pour venir à bout de vos entraves qui seront souvent votre premier obstacle vers la liberté, ça va être les cordes en Kevlar ou matériaux similaires. La matière est très résistante à l'abrasion, vous permettant de scier les entraves souples telles que les cordes, les serflex comme vous pouvez voir ici et également tout ce qui est duct tape. Encore une fois, si c'est quelque chose de nouveau pour vous, la libération de menottes souples, j'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous invite à consulter pour éviter d'allonger celle-ci. Mais l'objectif sera soit de le placer à la ceinture, donc bien dissimulé, avec au possible deux accès, donc un devant et un derrière, en fonction de où vos mains vont être menottées, soit à l'ourlet de votre pantalon. C'est, je pense, les deux solutions les plus intéressantes. Et on va venir faire un nœud coulissant à cette corde en Kevlar à chaque extrémité, afin de faciliter l'utilisation, notamment si vous l'utilisez avec vos pieds, afin que ça se serre directement sur vos orteils. Ça reste de la cordelette, donc pas mal d'utilisation en survie pour du craft, mais si on garde l'aspect évasion, donc situation totalement hors norme, ça peut servir de garrotte pour tuer ou incapaciter par strangulation. Un système qui n'était pas du tout de la fantaisie pour le SOE et le OSS lors de la Seconde Guerre mondiale. Ça a été retrouvé dans des archives. C'est une technique froide et qui nécessite de la force, mais ça reste très efficace. Une chose qui me semble importante, c'est les outils de crochetage. Parfois, un simple cadenas et une chaîne seront utilisés pour vous entraver ou pour bloquer une sortie. Vous pourrez rencontrer des portes fermées à clé, une boîte ou un placard qui nécessite d'être ouvert pour continuer ou trouver quelque chose qui vous permettra de fuir. Comme pour pas mal d'items de ce kit, ça va nécessiter un entraînement préalable. Il faut apprendre à crocheter et connaître les subtilités de l'ouverture fine. Différents kits sont dispo dans le commerce, dont les Bogota assez prisés justement dans les kits réduits. Ils sont proposés en plusieurs tailles et acier. Les plus petits modèles ne sont pas forcément les plus intéressants dans le sens où la prise en main sur des outils de crochetage sont importants au vu de la manipulation. Donc je conseille d'éviter le micro ou le nano qui, même si on est d'accord, sont plus simples à dissimuler, seront compliqués à utiliser efficacement et à récupérer encore une fois en cas de chute. Ici on est sur un modèle en titane de taille classique. L'avantage c'est que le tenseur est intégré au pic, donc on va avoir un gain de place et ça reste extrêmement léger. Ici on a un système de dock tag également très compact, bien sûr à éviter en tour de cou, mais le fait qu'il soit plat facilite la dissimulation, par exemple sous une semelle ou languette de chaussures. Ici on va avoir un tenseur et un racleur dissimulés sur un coupe-ongle. Comme je le disais au début de la vidéo, des objets anodins sont intéressants pour dissimuler vos outils, particulièrement lors de déplacements en avion. Ensuite on va voir les systèmes que je préfère. Je vous conseille de les dissimuler à la ceinture d'un pantalon. Quand je parle de la ceinture, c'est pas la ceinture pour serrer, mais l'emplacement. Comme vous pouvez le voir en image, vous faites sauter 2-3 points de couture et vous l'insérez. Ça deviendra quasi indétectable et en l'ouvrant on obtient un angle qui offre une bonne dextérité et une variété de pics intéressantes afin d'arriver à bout au plus vite de nombreuses serrures. Tout ce qui est pic, comme vous pouvez voir là, et entraîneur, c'est facilement réalisable vous-même. Vous récupérez les tiges qu'il y a sur les balais d'essuie-glace et ensuite avec un Dremel, vous leur donnez la forme que vous désirez. Donc comme avec tous les outils qu'on a vus jusqu'à maintenant, c'est facilement réalisable avec quasiment rien. Un petit scialume est également intéressant à intégrer, il offrira une source lumineuse non négligeable pour vos crochetages dans la pénombre. Bien entendu, même si c'est très faible, une petite lumière comme ça pourrait être utile dans l'obscurité pour d'autres choses, éventuellement pour distraire. Les scialumes sont disponibles dans différentes tailles, il existe même des modèles avec pile comme vous voyez ici, que j'ai découvert grâce à Low Industries. Ici la pile ne marche plus, mais vous pouvez les trouver facilement sur internet. N'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, vous pourrez y répondre, vous donner des liens à la demande. Des petites boîtes comme celle-ci
peuvent servir de diffuseur et de maintien afin de vous libérer les mains. N'hésitez pas à y adjoindre du scotch, notamment pour les fixer sur vos tenseurs. Intégrer une petite lampe pourra faire la différence lors d'évasions nocturnes ou si vous traversez des zones dans la pénombre, ne serait-ce que pour chercher un objet perdu ou pour consulter une carte, boussole ou autre outil de navigation que vous pourriez trouver. Le plus simple pour dissimuler une lampe est de garder seulement la pile et la LED, et un simple élastique vous permettra de faire tenir tout ça et éventuellement de la fixer à votre doigt ou de la maintenir debout. Les trois éléments séparés sont très simples à dissimuler et ne coûtent quasiment rien. À savoir que les lumières rouges et ultraviolettes sont beaucoup moins remarquables mais vont offrir moins de visibilité. Une simple vitre pourra être un obstacle qui se dressera entre vous et un espoir de liberté. Que ce soit une fenêtre de voiture ou de bâtiment, une perle ou une pièce en tungstène est extrêmement efficace pour la briser sans effort, en sécurité et surtout rapidement. Fortac 5 propose des bracelets qui, ma foi, ne coûtent pas grand chose et n'éveilleront pas les soupçons une fois portés. Ça s'utilise très simplement, mais vous pouvez les faire vous-même en récupérant des pointes de ciseaux à verre tout simplement. Vous pouvez en trouver de partout. Ils sont habituellement en carbure de tungstène, c'est ce qui va nous intéresser. Il faudra alors les projeter avec force, ça fonctionne très bien. Il y a également des modèles plus grands mais plus difficiles à trouver, appelés parfois pinces à carrelage ou mosaïque. Bien entendu, de par la taille, ça va être plus efficace. Elles peuvent être fixées comme un bouton de rechange sur votre pantalon pour rester dans un principe de discrétion. Une chose qui peut être récupérée pour briser des vitres, c'est cette partie blanche sur les bougies de véhicule. Je ne sais pas exactement quelle matière c'est, mais en brisant cette partie, vous pouvez garder un morceau assez gros et ça fonctionne également très bien pour le bris de vitre. Si vous y arrivez, avoir une lame pour être utile principalement comme outil pour trancher des liens simplement ou saboter quelque chose au besoin, mais également si nécessaire de manière offensive, bien sûr suivant la situation. Ça peut être une simple lame de rasoir ici en céramique, évitant de faire réagir d'éventuels appareils de détection afin de garder votre lame même en milieu non permissif, au même titre que certains outils non magnétiques dont on a parlé. C'est une chose à prendre en compte car si vous devez vous délester de votre kit à chaque contrôle de sécurité, du moins en partie, vous aurez plus de moments de vulnérabilité. Y fixer une petite bande velcro vous permettra de la fixer sur vous de manière totalement sécurisée. Ça reste coupant, donc ce serait dommage que ça se balade. D'autres lames peuvent être appréciées telles que la lame pièce, dissimulable parmi d'autres pièces. Et ce qui me semble le plus cohérent pour la dissimulation, c'est ces mini lames céramiques qui peuvent être cousues derrière un passant de ceinture par exemple, ou scotchées quelque part, ou fixées avec du velcro. Après, bien sûr, ça reste limité en termes d'utilisation, mais c'est toujours le dilemme entre compacité, furtivité et fonctionnalité. À vous de voir, et rien n'empêche non plus d'avoir plusieurs couches sur vous. Par exemple, avoir une petite lame comme ça dans votre porte-monnaie et la micro-lame céramique bien dissimulée ailleurs. Vous verrez souvent dans les sites spécialisés des lames en V, comme celle-ci, fixée au bouton de la ceinture ou dans le trou où on fixe le bouton, également sur la braguette. Ça permet de venir à bout d'entraves souples rapidement lorsque vous êtes menotté vers l'avant, à condition qu'il soit correctement fixé parce qu'il y a une forte tension, il ne faudra pas que ça lâche. Et accessoirement, ça peut faire office de crochet pour différentes situations. Les scies diamants peuvent remplacer et faire ce qu'une pince coupante fera, mais bien plus lentement. Il sera donc possible de venir à bout de petites portions de métal, de chaînes, de grillages, de barbelés et éventuellement de fils électriques, pourquoi pas, si des options de sabotage utiles s'offrent à vous. Il existe des scies diamants en fil utilisés par les joailliers. C'est très efficace, mais ça s'utilise différemment comme vous pouvez le voir. Le fait que ce soit souple permet un stockage plus discret. Des scies à métaux peuvent également faire l'affaire ici en combinaison avec un kit de crochetage. Les items suivants auront pour objectif de faciliter votre fuite après avoir réussi votre évasion en passant les différents obstacles faisant de vous un prisonnier. Il vous faudra regagner un endroit en sécurité, par exemple une ambassade, un consulat, un contact de confiance, et bien sûr certaines choses que vous aurez réussi à dissimuler sur vous pourront vous y aider. Premièrement, une boussole, elle vous permettra de garder un cap et c'est déjà pas mal au vu de la taille limitée de ces dernières. Bien entendu, il vous faudra des connaissances en orientation afin de vous en servir au mieux avec une carte et ainsi assurer votre fuite. Ensuite, une tige de magnésium ou de ferrocérium vous permettra d'initier un feu. Vous pouvez également dissimuler sur vous un amadou pour un allumage plus simple. Toujours garder en tête qu'un feu pourra trahir votre position si vos ravisseurs sont toujours sur vos talons, mais un feu contenu pourra vous sauver la vie en vous réchauffant, en vous nourrissant efficacement et pourquoi pas en vous signalant. Tout dépendra bien entendu du scénario. Des tiges de petite taille sont facilement trouvables sur le net. Perso, j'aime beaucoup les boutons faits par Chômeur Tech. On va pouvoir le
le coudre à la place de celui d'origine sur votre pantalon, comme vous le voyez en image. Pourquoi pas en acheter plusieurs si vous voulez en avoir sur chacun de vos pantalons, et vous pouvez même vous arranger pour que le fil utilisé pour le coudre vous serve d'amadou par la suite. Quelques pastilles de micro-pur pour purifier de l'eau que vous serez susceptible de trouver peuvent s'avérer utiles pour survivre si la fuite est longue. Sachez que la déshydratation pourrait devenir votre seule préoccupation et ce manque d'eau pourrait même vous amener à revenir chez vos geôliers ravisseurs par désespoir. Donc à ne pas négliger, surtout que c'est facilement dissimulable, hein, c'est très petit. À savoir pour la petite aparté qu'il y a 8 ans, un paquet de micro-pur comme ça se trouvait à moins de 10 € et maintenant ça a facilement doublé de prix. J'ai été très étonné quand j'en ai recommandé récemment. Lors de votre fuite, vous aurez forcément besoin d'argent pour vous faciliter, ne serait-ce que pour vous acheter un téléphone en fonction de la distance qui vous sépare de votre ambassade ou autre endroit sécurisé. Il vous faudra donc de l'argent pour vous déplacer, pourquoi pas pour récupérer des informations vitales pour votre fuite ou pour toute autre chose. Et à ce titre, différentes options s'offrent à vous. La plus simple, des billets, donc euros ou dollars, sont l'une de ces solutions. C'est léger, non magnétique et leur souplesse facilite leur dissimulation. Dans le meilleur des cas, vous aurez changé votre argent dans la devise locale. Cela dit, vous vous retrouverez souvent avec une énorme liasse pour seulement 100 €. Donc ça va être quasi impossible de cacher une somme honorable. Par contre, vos déplacements seront plus facilités. Premièrement, car vous serez moins remarqué par la population locale, donc plus furtif. Et deuxièmement, car les transactions seront directes. Pas de blabla, de comptes, de questions et d'étonnement. J'ai déjà par exemple voyagé dans des pays où des chauffeurs refusaient carrément mes euros car ils ne connaissaient pas la valeur ou avaient peur d'être arnaqués ou tout simplement car ils ne voulaient pas s'embêter. En fonction de la situation, certains locaux auront même peur pour leur propre personne. Si on retrouvait sur eux autre chose qu'une devise locale, ils pourraient être soupçonnés de trahison, ce qui se retournera contre vous quoi qu'il arrive. Encore une fois, à vous de voir ce que vous voulez mettre dans votre jeu de cartes. Une solution alternative, c'est l'or, universel dans tout pays civilisé. Une petite quantité représente une forte monnaie d'échange. Par exemple, 7 pièces fait environ 6 grammes d'or, qu'on appelle pur, ce qui représente au bas mot 300 €, bien entendu, en fonction du cours de l'or. Souvent, si on remarque que vous êtes dans la difficulté, les locaux n'hésiteront pas à casser le prix, mais quoi qu'il arrive, ça a de la valeur. C'est donc peu encombrant. L'or fascine tout le monde et délie facilement les langues. Elle place des sourires sur les visages, vous permettant d'arriver à vos fins à condition de tomber sur les bonnes personnes. Une chose intéressante pour compléter votre kit, c'est une puce utilisable à l'international, chargée en crédit d'appel et en connexion internet, vous permettant d'utiliser la plupart des téléphones sur lesquels vous mettrez la main, qu'ils soient volés, achetés ou prêtés. L'objectif sera de signaler votre position, état de santé et degré de sécurité dans lequel vous êtes à votre ambassade. Bien entendu, ça va plus s'adresser à des personnes qui sont hors de leur territoire, hors de leur patrie, que ce soit professionnellement ou non. J'avais pour le coup lu une histoire où un représentant d'ONG apparemment capturé du fait qu'il avait pas mal de connaissances haut placées et donc potentiellement beaucoup d'infos exploitables. Il avait réussi à voler un téléphone dans le camp où il se trouvait. Il faut savoir que les otages ne sont pas tous dans les mêmes situations. Parfois, certains ont plus de liberté que d'autres. L'otage ne sera pas forcément cloîtré dans une cellule H24. Et lui, pour le coup, a pu placer une puce dissimulée sur lui, permettant de se faire localiser, puis sauver par la suite grâce à des négociations. Des négociations qui furent facilitées grâce au fait que son pays savait exactement où il se trouvait, ce qui a permis de faire levier pour des démarches de négociation. Bref, ce n'est pas négligeable. Attention à la protéger de l'oxydation si c'est une puce que vous gardez dans le temps. Quelque chose qui peut s'avérer utile également, une carte SD, aussi facilement dissimulable que tout le reste des items dont on a parlé. Elle pourra être un atout pour ou contre vous en fonction des documents qu'elle va contenir. Sans trop rentrer dans les détails, les camarades, le plus important sera peut-être la copie de votre passeport, visa et autres documents, comme votre carte de presse, si vous avez des documents par rapport à votre mission en tant que représentant d'ONG. Également, si vous travaillez pour le gouvernement, certains documents vous permettront de circuler dans des zones particulières. Tout ça peut être enregistré sur la carte SD. Et comme j'ai dit, en fonction du scénario, certaines informations pourraient être un atout pour ou contre vous. Pour, car ils pourront servir par exemple de moyen de négociation, ne serait-ce que pour améliorer votre confort, par exemple en partageant votre réelle identité si elle n'est pas connue, ou en dévoilant votre réelle mission à travers des papiers expliquant votre projet par exemple d'ONG sur ce territoire. Et pour le coup, à travers les nombreux témoignages que j'ai pu entendre, ça peut vraiment s'avérer utile, ne serait-ce que pour commencer une négociation à votre faveur. Ça peut également être en votre défaveur si vous avez des antécédents contre le groupe qui vous a capturé,
secret, tel qu'un article de presse tranchant et non élogieux sur le groupe de vos ravisseurs, créant un climat de haine contre vous. Je m'éparpille un peu, mais tout ça pour vous dire que c'est à double tranchant. Donc éventuellement crypter certaines données, même si je suis pas sûr que ça soit une bonne idée, parce que ça peut être une cause d'acharnement supplémentaire contre vous s'ils trouvent cette puce avec des données cryptées. Quoi qu'il arrive, même sans parler de négociation, ne serait-ce que votre passeport et des cartes de la région, ça sera déjà bien utile. Pour en finir, et j'aimerais que vous preniez ça vraiment avec des pincettes les camarades, pour bien comprendre là où je veux en venir, il y a une chose dont on peut parler et dont je ne vous encourage pas du tout à vous balader avec, encore plus que tous les items dont je vous ai parlé, mais ça mérite d'être abordé car dans certains cas, ce fut utile, en particulier quand la fuite était longue et physique. Il s'agit de produits qui vous permettent de surpasser vos limites, en particulier les amphétamines et ses dérivés. Ça va permettre d'augmenter votre vigilance, votre endurance, ça va réduire votre appétit et grandement réduire votre fatigue. Bien sûr, il y aura toujours un contre-coup à ça, mais beaucoup de soldats consommaient par exemple des dérivés de certaines drogues lors de la Seconde Guerre mondiale, pour ne prendre que celle-là en exemple, et les témoignages décrivèrent des sursoldats, certains militaires restaient éveillés 3 jours durant sans être ralentis par de nombreux repas et prises de repos. Dans un scénario de fuite après une évasion réussie, ça vous permettra de rapidement distancer vos geôliers et pourquoi pas d'atteindre votre objectif. Autant vous dire que ça vous donnerait un avantage non négligeable dans une situation totalement hors norme. Le gros problème avec ça, c'est que peu importe la situation, si vous faites choper avec ça en votre possession, ça vous mènera forcément à des problèmes parfois plus compliqués que ceux de base. Dans certains pays, la possession de drogue peut vous faire courir jusqu'à 20 ans de prison, mais même 3 ans, c'est déjà énorme. L'objectif ici sera donc de faire les bons choix en fonction de la situation. Si c'est une question de vie ou de mort, la balance penchera plus d'un côté que de l'autre, bien sûr. L'alternative, c'est les pilules de caféine, de taurine ou le mélange des deux, totalement légal, mais bien moins efficace que les produits précédemment cités. Elles pourront malgré tout faire la différence, ne serait-ce que par le fait que vous allez les avoir en permanence sur vous, sans crainte judiciaire, contrairement à différentes drogues. Voilà les camarades, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu être utile à certains d'entre vous. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas en commentaire, j'essaierai de vous y répondre le plus rapidement possible. C'était Boris pour la chaîne Civis Protocol, à bientôt, ciao.